Bonjour et bonsoir à tous. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle conférence intitulée Du stress à la sérénité. C'est un sujet qui a attiré mon attention, particulièrement déjà depuis mes débuts d'études universitaires, et ça a teinté tout mon parcours à Écoute ton corps. Et aujourd'hui, en tant que formatrice, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous partager cette conférence gratuite pour passer du stress à la sérénité. Bonjour à tous. Plein de beaux visages que je reconnais aussi, d'autres de nouveaux. Bien enchanté, ça c'est la joie du direct, hein, de pouvoir échanger ensemble. Génial. Alors oui, le stress a attiré mon attention d'un point de vue scientifique d'abord. J'ai fait mes études universitaires en kinésiologie et ici au Québec, un kinésiologue, c'est un professionnel de la santé par les saines habitudes de vie et le comportement actif. Et en tant que professionnel, ben, c'est important d'aller voir c'est quoi les déterminants de la santé. Et la gestion du stress est un déterminant qui, non seulement est important, mais qui peut être aussi un facteur de risque pour notre santé mentale, émotionnelle et physique. Alors, à travers mes études, j'ai choisi de me spécialiser dans des cours de gestion du stress, en psychologie, en motivation, pour découvrir cette belle bébête-là du stress. On a la chance ici à Montréal d'avoir des experts en stress. Vous savez que c'est un nouveau champ d'études. C'est assez récent dans nos études universitaires qu'on peut adresser le stress, qu'on a assez d'études pour pouvoir adresser certains points, l'étudier. Et là maintenant, ben, j'ai pu avoir le regard du monde scientifique sur le stress. Mais ce qui m'a surtout intéressée lorsque j'étudiais le stress à l'université, c'était le merveilleux monde des émotions. Parce que le stress vient avec un monde intérieur, psychologique, des émotions. Et j'étais charmée par ce vaste univers qui, malheureusement, on touche pas beaucoup durant le parcours en kinésiologie. Et ce monde-là des émotions, de la motivation, on avait touché un petit peu la visualisation quand on faisait de la préparation mentale pour les athlètes, mais très peu. Et moi, tout cet univers-là de psychologie, de mon intérieur, de responsabilisation de son bien-être m'avait vraiment fascinée. J'étais complètement charmée. Et c'est ainsi que j'ai été motivée à continuer mes études après avoir gradué à mon bac avec Écoute ton corps pour aller étudier la relation d'aide et apprendre c'est quoi être bien avec tout ce monde intérieur-là d'émotions. Donc, j'ai un parcours un peu hybride. J'ai le monde scientifique que je vais quand même aborder aujourd'hui, mais il va aussi avoir toute l'approche bienveillante d'Écoute ton corps pour en conscientiser, accepter, responsabiliser et transformer. Donc, c'est un privilège de vous présenter cette conférence que j'ai créée. Je l'ai créée avec beaucoup d'amour à partir des enseignements Écoute ton corps pour renverser peut-être votre conception du stress et d'en faire finalement un allié à votre sérénité. Mon choix de mots est important parce que le but de la conférence, c'est pas que vous ne viviez plus de stress, mais c'est d'apprendre une façon intelligente de le gérer. Parce que la sérénité, c'est pas l'absence de stress. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré l'étymologie du mot sérénité. Ça signifie le calme du ciel. C'est comme cette hauteur-là, le calme du ciel au-dessus des tempêtes émotionnelles, des montagnes russes d'émotions qu'on peut vivre sur Terre. C'est l'attitude un peu plus haute, calme, ouverte à ce qui est là, pour nous permettre de faire des prises de conscience et d'avancer véritablement vers ce qu'on veut. On va aller voir nos objectifs de notre belle conférence d'aujourd'hui. On va découvrir ce qu'est le stress avec autant l'approche scientifique que spirituelle d'Écoute ton corps. On va les diminuer, les facteurs du stress, et je vais vous apprendre la technique PAIX, donc l'acrostiche PAIX, pour transformer toute situation de stress en sérénité. J'ai une très grande surprise aussi à vous présenter que je suis très, très fière, et on va terminer avec une période de questions. Cette conférence gratuite est généreusement offerte par l'École Écoute ton corps, notre école de formation personnelle et professionnelle en relation d'aide, fondée par Lise Bourbeau il y a plus de 40 ans.
Notre mission pour ceux et celles qui c'est la première fois qu'ils nous rencontrent, c'est de contribuer à la paix mondiale en aidant une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Et c'est mon intention, hein, que même dans une situation stressante, parce que les événements stressants, vous allez en rencontrer, que vous allez être capable d'apprendre à être bien et même de retrouver votre paix intérieure dans les événements, dans les situations, dans les montagnes russes qu'on peut rencontrer. J'ai choisi intentionnellement le mot avec. Donc, d'apprendre à être bien avec le stress. Parce que nous avons une préconception très péjorative et négative de ce que c'est le stress. Par contre, le stress n'est qu'un messager. Le problème avec le stress, c'est justement qu'on ne le comprend pas. C'est notre préconception négative du stress qui fait en sorte qu'on ne peut pas l'utiliser de façon constructive, tel qu'il est, c'est-à-dire un messager. Selon l'Organisation mondiale de la santé, qui est une référence pour tous les professionnels de la santé dans le monde, le stress est défini comme un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. C'est normal. Il y a une situation difficile qui va se présenter. On a cet état d'inquiétude-là, cette tension-là mentale, on se met aux aguets. Par contre, si nous avons une préconception négative du stress, ça veut dire que lorsqu'on va voir notre corps se préparer, hein, la fréquence cardiaque va augmenter, notre attention va s'aiguiser, on va avoir un état d'inquiétude. Si on ne sait pas quoi faire avec ça, et pire, qu'on appréhende tous les symptômes du stress comme étant nocifs ou dangereux, on vient d'ajouter une couche de stress par-dessus le stress. Parce que là, on est stressé d'être stressé à cause qu'on a peur d'une situation difficile. Voyez-vous à quel point notre préconception négative du stress peut nous tirer une balle dans le pied? Déjà, de transformer, de renverser notre préconception du stress, de le voir non pas comme étant négatif et dangereux, mais bien avoir une préconception constructive, positive du stress, va nous amener déjà à être moins stressés. Révélation. Je m'étais promis qu'en moins de 10 minutes, je vous lançais ma révélation. Voilà, c'est fait. Toute préconception négative du stress, lorsqu'on va ressentir le stress, va nous apporter encore plus de stress. Tandis que déjà, si on renverse notre préconception et qu'on s'ouvre à un concept positif du stress parce qu'on va mieux le comprendre, on va se rendre compte que finalement, on se libère déjà de toute tension qui pourrait venir en aversion à notre réaction naturelle et humaine du stress. Donc, on va aller découvrir ce que c'est le stress avec une conception constructive. Je poursuis avec le reste de la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On ajoute, et je cite, le stress est une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis, à faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence, sur notre bien-être général. Il y a des mots importants ici. Réaction naturelle qui nous incite à faire face à des menaces pour qu'on réagisse. Donc, le stress, c'est une réaction, c'est pas un problème. Le stress est une réaction initiée par la perception d'un danger, une menace, il y a quelque chose. La menace peut être réelle, absolue, comme un accident, ou peut être relative, donc un peu plus dépendante de chacun. Il y a une personne qui peut perdre son travail, vivre un certain niveau de stress, et une autre, relativement à sa personnalité, à ses peurs, à ses blessures, à sa confiance, va vivre immensément de stress, voire peut s'en rendre malade. Le stress relatif va aller relativement déclencher une situation de stress.
dans notre corps avec différents niveaux de symptômes. Mais le plus important dans la définition ici, c'est de se rendre compte que le stress est une réaction naturelle initiée par la perception d'un danger. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsque le corps perçoit un danger? Le cerveau va détecter une menace et tout le corps, dans son intelligence incroyable, va développer une certaine mobilisation de toutes nos ressources, hein. La fréquence cardiaque va augmenter, la fréquence respiratoire aussi. Il va y avoir un peu plus de sang qui va se diriger dans nos muscles pour agir, pour faire face. On va avoir une attention aiguisée pour vraiment se concentrer sur la source du stress, sur la menace, pour y faire face. Le stress est naturel et il est même utile pour aller toutes mobiliser nos ressources et aller gérer la situation qui est détectée comme dangereuse de façon intelligente. Un autre mot important, de façon intelligente. C'est quoi l'intelligence? Ah, écoute, ton corps en a une définition très propre, hein? C'est la faculté de faire des choix qui entraînent des conséquences bénéfiques pour nous. Donc, il y a une façon de gérer le stress de façon intelligente. Donc, de façon à créer ce qu'on veut véritablement avec des bénéfices pour nous. C'est pas toujours facile de voir que le stress est utile. Il y a des façons plus faciles que d'autres. Dans un danger absolu, comme par exemple, vous êtes en voiture et là, il y a un autre automobiliste qui se glisse devant vous, qui vous a pas vu et qui, mon Dieu, vous passez à deux cheveux de faire un accident. Mais là, grâce à votre réaction de stress, votre corps s'est crispé, le souffle s'est coupé, la fréquence cardiaque a augmenté, le sang est allé directement dans les muscles pour vous permettre de réagir super rapidement grâce à une tension nerveuse aiguisée. Votre regard était en absolu sur la situation, toute concentrée, vous étiez absorbé pour pouvoir réagir et là, ouf! Vous avez sauvé votre voiture et votre vie. Votre intégrité physique a été protégée. La menace a été gérée. Vous pouvez retrouver votre calme. C'est plus facile de le voir hein, quand c'est un danger absolu, de voir que notre capacité de réagir, de faire face à la menace est positive. Plus le danger perçu est grand, plus votre réaction du stress va être intense pour vous permettre de mobiliser encore plus de ressources et ainsi vous adapter, faire face au danger et retrouver finalement votre bien-être. Donc, c'est facile de le voir quand c'est un vrai danger. La même chose avec un chien enragé qui court sur vous. Mais c'est bien que vous sautez par-dessus la clôture puis vous enfuyez. C'est bien qu'il y ait du sang dans vos muscles pour réagir. Puis c'est bien aussi que vous soyez concentré sur le chien méchant et non pas en train de penser ce qui manque sur votre liste d'épicerie. On voit ici que toute la réaction du corps est positive, est utile. Il y a d'autres façons aussi de voir que le stress est positif et ça, c'est pas toujours quelque chose que les gens connaissent, puis c'est important que je le spécifie parce que moi, je croyais que le stress, par exemple, dans le sport, était négatif. Par contre, lorsqu'on étudie le stress dans des performances, par exemple, un athlète, s'il y a d'abord une préconception positive du stress, puis qu'il se rend compte que juste avant d'embarquer sur le terrain, c'est un match de demi-finale super important. Oh, il sent là, l'énergie monter, le cœur qui débat, les mains moites, le sang qui s'en va vers ses muscles et vraiment qui sent là, un état d'alerte. S'il n'a pas peur des symptômes qui apparaissent, s'il a conscience que c'est une conception positive parce que les symptômes vont l'aider à pouvoir mobiliser ses ressources et performer, l'athlète va vraiment être capable d'avoir un boost d'énergie et de vivre un dépassement de soi. Il va pouvoir recruter des ressources intérieures qui vont lui permettre de passer dans un autre niveau, de vraiment se dépasser. L'état d'éveil, l'état d'alerte, l'énergie, l'adrénaline que ça génère, le stress va lui permettre de performer. À ce moment-là, moi, j'utilisais avec les gens que j'entraînais un changement de vocabulaire. Avant un match ou une activité sportive, ce que je disais quand je disais comment tu te sens, puis il me disait stressé, je disais est-ce que c'est stressé ou excité? Et il a dit ah ouais, c'est excité. Parce que ça, cet état d'éveil-là, ça nous amène à avoir un mot excité comme une préconception un peu plus positive, hein?
parce qu'on a encore un réflexe de voir le stress comme étant négatif. Et pour avoir un langage où est-ce que même le cerveau sent bien, je me disais, on va dire excité. Et cet état d'éveil-là de performance va nous permettre de nous dépasser. Les symptômes du stress par rapport à une finale de match important vont nous aider à nous dépasser si on a une préconception positive du stress. On peut vivre aussi du stress dans des événements positifs comme un déménagement, un voyage ou même l'arrivée d'un futur bébé. Encore là, c'est utile. Le stress va nous faire penser, réfléchir à des choses qu'on doit appréhender, se préparer. Ça va nous aider à nous adapter à la nouveauté, au changement. Peut-être que là, vous vous dites, ça fait du sens. OK, l'accident d'auto, l'athlète, le déménagement, le voyage, l'arrivée d'un bébé, je te l'accorde, Charlène, je vois que ça peut être positif. Mais peut-être que vous vous dites, mais c'est pas vrai tout le temps. Des fois, le stress nous amène à avoir des malaises physiques, hein, de l'anxiété, de l'insomnie, des migraines. Il y a même des études qui voient un lien avec l'augmentation de la consommation de l'alcool, des drogues, qui nous empêchent de bien fonctionner au quotidien. Et c'est là qu'il y a une nuance super importante à faire. Le stress est utile. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à utiliser l'énergie que le stress nous génère dans le corps pour faire face au danger. Le stress est une réaction utile pour nous permettre de faire face au danger, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment y faire face. Toute la mobilisation de nos ressources intérieures pour faire face au danger sont utiles. Notre corps s'adapte, nous donne des ressources pour pouvoir, à court terme, là, gérer la situation, faire face au danger. C'est pas le stress le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser l'énergie que notre corps nous donne pour faire face à la situation. On est même, malheureusement, trop souvent inconscient de la source véritable de notre stress. Ça devient comme omniprésent. Ça devient un stress chronique. Et le corps, il a beau être bienveillant et nous donner toutes les ressources qu'on a besoin, nous donner toute l'énergie, l'état d'alerte dans le corps, mais il ne peut pas maintenir ça pendant des semaines et des semaines. C'est beaucoup trop énergivore pour lui. Donc, éventuellement, sur le long terme, si on tombe en stress chronique, ben oui, là, on va arriver à un épuisement. Puis un épuisement autant physique, émotionnel que mental, hein. Et quand on a un épuisement, ça nous amène à un affaiblissement du système immunitaire. Et là, il y a un lien avec l'apparition des malaises, des maladies qu'on peut attribuer au stress. Donc, la rectification à faire ici, c'est pas le stress le problème. La réaction du stress est là pour qu'on puisse faire face au danger. Le défi, c'est qu'on est incapable de gérer intelligemment le défi. Est-ce que vous voyez bien la nuance entre les deux? Donc là, la question devient, comment gérer le stress intelligemment? En remontant en amont à la menace détectée qui a initialement tout enclenché la réaction du stress. Comment gérer le stress intelligemment? Ben, c'est de plonger dedans pour aller conscientiser c'est quoi la peur qui a déclenché toute la réaction de stress. C'est la première étape qu'on va voir avec la technique PAIS. Parce que lorsque le potentiel danger, vous allez avoir maîtrisé, c'est-à-dire que vous allez savoir à l'intérieur de vous que vous avez tout pour faire face à ce danger, que vous êtes prête à affronter le pire, vous savez que vous n'allez pas mourir, vous êtes en contact avec vos ressources intérieures, avec votre valeur, vous avez un plan d'action, vous avez des solutions, que vous allez pouvoir aller utiliser l'énergie et toute la mobilisation que le stress va vous apporter pour avancer courageusement vers ce que vous voulez, bien à ce moment-là, le stress va redescendre. Le message va avoir été entendu. Vous allez à ce moment-là, soit vous êtes adapté ou vous avez évolué, mais votre corps va dire, hein, nous ne sommes plus menacés dans notre intégrité physique, émotionnelle, mentale ou sociale. On est bien. Retour au calme. En bref, notre conception constructive du stress va nous amener à voir le stress comme une réaction positive, utile, pour nous aider
à faire face à une situation et à la gérer de façon intelligente. Ça permet de nous adapter, de peut-être évoluer pour pouvoir préserver notre intégrité physique, psychologique, sociale et retrouver notre bien-être. Maintenant qu'on a clarifié une conception positive du stress et qu'on a bien vu finalement que fallait rectifier, le problème, c'est pas le stress, mais c'est notre incapacité à gérer le stress de façon intelligente. On va aller voir comment utiliser le stress sans que celui-ci prenne des proportions démesurées et qui nous rendent non fonctionnels, voire malades. Ça nous amène à notre deuxième objectif. Comment diminuer les facteurs de stress et non pas le stress. La première chose à identifier ici quand on veut aller diminuer les facteurs de stress, c'est de se rendre compte qu'une situation, un événement qui va se produire dans notre vie stressant, il va en avoir. Mais si notre système nerveux est déjà dans son summum de capacité de stress, qu'on est déjà en mode survie, déjà en mode stress-réaction, qu'on est déjà agité et que là, il y a une situation en plus qui va se rajouter, ah là, ça devient trop. C'est important d'avoir une hygiène de vie qui nous permet de gérer notre stress au quotidien et donc d'être prêt et dispo à faire face à peut-être un événement plus stressant un jour ou l'autre. Mais dans nos sociétés modernes de pays industrialisés, on est constamment stressé. Ce qui veut dire que la moindre situation difficile qui vient s'ajouter, on s'écroule sur le stress. Le corps ne peut plus en prendre. Il a tout développé, ses ressources. Il nous a tout donné, il est épuisé. Parce qu'en amont, on n'arrive pas à avoir une saine gestion de notre énergie. On s'en demande tout simplement trop. On épuise notre corps en lui en demandant on lui en demande trop, on lui demande des standards impossibles. On a des attentes irréalistes envers notre corps, physique, émotionnel et mental. Moi, je dirais même que des fois, nos attentes sont inhumaines. On s'attend à des objectifs de performance dans tous les domaines pour être parfait tout le temps et performer en tout temps. On est dans des sociétés ou même dans une mode qui va valoriser le productif au détriment du restauratif. C'est grave, là. Même l'activité physique, qui est mon champ d'expertise en tant que kinésiologue, est devenu un domaine de performance et de perfection esthétique, ce qui initialement était sain pour le corps, faire une activité physique. C'est devenu un autre domaine où est-ce qu'on doit performer et être parfait. On prend pas le temps de manger parce qu'encore là, on va prioriser soit les performances au travail ou les besoins de nos enfants. On prend pas de pause parce que de toute façon, c'est mieux vu hein, quand on travaille du début à la fin. Les vacances, oui, mais une fois de temps en temps, pas trop. On surcharge notre horaire pour en faire le plus possible. On s'engage dans plein de choses. On a des listes de tâches de 1 kilomètre. On se force à faire tellement de choses, souvent au détriment de nos besoins et de nos limites. On veut pas dormir parce que c'est paresseux, ça, dormir. Puis on va faire du déni quand on est fatigué, hein. On prend de la caféine, il y en a qui vont prendre de la drogue. Puis quand on est surchargé de stress parce qu'on n'a pas une hygiène de vie, ben on va prendre un petit verre d'alcool pour nous calmer. Ou on va manger une grande quantité de nourriture pour hein, avoir une espèce de coma de sucre dans le corps pour enfin nous détendre et relaxer. Notre mauvaise hygiène de vie au quotidien amène déjà notre corps à surutiliser nos ressources et donc de moins être capable de gérer une situation de stress difficile qui va se présenter dans notre vie. On est déjà saturé. Il y a une cliente qui m'est venue en début d'année, une femme d'affaires, et elle me dit, son motif de consultation, c'était sur la gestion du stress, justement. Et on a commencé l'évaluation de son dossier, moi, j'ai dit, parfait, tu me dis gestion du stress, c'est pas de problème, juste pour que je puisse avoir une idée claire, est-ce que tu peux me montrer ton agenda? Devinez ce que j'ai vu. Mais c'est horrible!
Mais c'était aux 15 minutes près. Il y avait même pas d'espace pour les imprévus. C'était pas, elle avait pas un problème de gestion du stress, elle avait un problème de gestion du temps, de respect de ses besoins, d'amour propre. Il y a un constat que j'ai fait dans les dernières années lorsque j'accompagnais les gens, autant en mise en forme que dans le bien-être avec la relation d'aide, avec écoute ton corps. J'ai réalisé que finalement, on surestime ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Ah, on s'en donne beaucoup, hein? Fait qu'on surestime ce qu'on peut faire en tant qu'humain parce qu'on se sous-estime en tant qu'être humain. On est déconnecté de notre valeur au niveau spirituel, notre être, qu'on a constamment la pression de devoir performer pour prouver quelque chose ou gagner de l'amour. On est motivé par le moteur de la peur. On fait les choses parfois à notre détriment de notre bien-être parce qu'on a peur d'être insuffisant, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être incompétent, on a peur d'être égoïste. On fait pour être aimé, pour être important, pour être connu, mais c'est une course sans fin. On n'a rien à prouver. On n'a même pas besoin de, en guillemets, gagner sa vie. On l'a. On a à vivre notre vie. On est tellement déconnecté de la valeur dans notre être qu'on se juge constamment, on se critique constamment, on se flagelle, on a vraiment des beaux bourreaux intérieurs qui nous crient après, qui nous critiquent. Il n'y a personne qui accepterait cette voix-là dans un poste de cadre ou dirigeant. Il n'y a personne qui accepterait qu'un parent parle comme ça à son enfant. Puis nous, on se l'inflige quotidiennement. Je trouve ça hallucinant de voir à quel point on est des bons parents pour nos enfants. Quand ils sont fatigués, on va les coucher. Quand ils ont besoin d'un bain, on leur donne un bain, on leur donne la bonne nourriture. On est doux, bienveillant avec eux. Parfait, on les laisse aller jouer dehors. Puis nous, quand c'est le temps d'aller jouer dehors, ben non, il y a du ménage à faire, il y a des tâches. Quand c'est le temps d'aller se coucher, ben non, faut que tu fasses telle chose au bureau parce que tu t'es surengagé, parce que tu es encore dans une course contre je sais pas quoi, contre la montre, pour performer, pour gagner, pour avoir ta place. Vous savez que l'école Écoute ton corps, c'est une école métaphysique, hein? Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. La reconnaissance et l'amour des autres n'est qu'un reflet de la reconnaissance de notre amour propre. Tant et aussi longtemps qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur, ça va être une course sans fin. Si on revient à l'intérieur, puis qu'on se dit qu'on n'a rien à prouver, qu'on peut être aimé comme ça maintenant, sans rien avoir à changer, que tu peux être aimé dans ta différence, dans ton unicité, dans tes forces comme dans tes faiblesses, que tu peux être aimé dans ton humanité. Parce qu'on se fait à croire qu'on est des super humains, hein, des supra, je sais pas quoi, des super héros avec des super pouvoirs. Mais nous sommes un être humain. Et dans notre humanité, avec un corps physique, ça implique, surprise, de dormir, de manger, de se reposer, d'aller prendre des marches, de rien faire, de ne pas être bon à quelque chose. Mais ça, on a la phobie. Parce qu'on a peur que si on fait des choses pour soi, pour se faire du bien, puis qu'on s'accepte dans notre humanité, dans notre imperfection, ben qu'on n'arrivera pas à combler toutes les conditions à recevoir l'amour. On va déplaire, puis on va perdre l'amour, on va finir toute seule, rejetée par tout le monde, abandonnée. On voit les blessures, là. Tant qu'on fait des choses puis qu'on gère notre agenda motivé par la peur, qu'on gère notre énergie motivée par la peur, on va être constamment en surdemande, surchargé, surstimulé avec un système nerveux dans le tapis.
Puis que Mané va s'épuiser, hein, on se rappelle. Tandis que lorsqu'on est motivé par l'amour, on va avancer, mais avancer en équilibre avec nos besoins, nos désirs, nos limites. Puis ça, c'est important que je le spécifie parce qu'on pense. Je le vois beaucoup dans les ateliers être bien, hein. Les gens pensent que si on s'accepte, on va rester dans le statu quo, on va devenir des larves passives, inactives, qui font rien. Mais c'est pas vrai. L'acceptation, c'est pas synonyme d'inaction. C'est s'engager envers des buts, puis avancer avec enthousiasme en respectant sa santé, son humanité, ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses limites. Je suis même d'avis qu'on performe de façon plus puissante et plus durable lorsqu'on avance en harmonie avec soi. Parce que ça vient avec les grandes lois spirituelles de l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour de son corps, l'acceptation de ses limites, l'accueil de soi. Et tout ce qui est fait dans l'amour a une très grande puissance. Donc, comment performer? Continuez à avancer, créez ce que vous voulez, avancez vers vos buts, mais dans l'amour, ben, c'est en s'aimant assez pour se mettre en priorité. Il y a une belle analogie, peut-être que vous connaissez, là, c'est vieux, vieux, vieux comme analogie, mais je veux la ramener parce que visuellement, elle est tellement bonne. Si vous avez un grand pot dans lequel vous allez devoir insérer des grosses pierres, des petits cailloux et du sable, ben c'est important, si vous voulez que tout rentre, de commencer à mettre les grosses pierres en premier, les petits cailloux en deuxième et le sable à la fin. Parce que si vous mettez le sable en premier, les petits cailloux puis les grosses roches, ça rentrera pas. La gestion du temps, c'est une gestion des priorités. Et la priorité, c'est vous. Dans votre vie, vous êtes responsable de votre bien-être. Vous voyez aussi l'analogie avec le masque à oxygène dans l'avion, si vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, les agents de bord, avant de commencer à chaque fois? En cas de turbulence, mettez votre masque à oxygène en premier, les parents, et ensuite, vous allez pouvoir le mettre à vos enfants. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas aider les autres si vous êtes en carence d'oxygène. Et ça, moi, ça me très... ça m'a apaisé, ça m'a libéré de savoir qu'en tant que maman, je vais être la meilleure mère lorsque je vais mettre mon masque à oxygène en premier. Et ça, c'est pas facile, hein? Surtout ceux qui ont des personnalités d'âmes charitables, hein, qui veulent aider tout le monde, qui se valorisent dans l'utilité qu'ils ont pour les autres. Mais vous savez que ça, c'est pas prendre sa responsabilité, hein? Et souvent, quand on fait ça, ben, c'est avec attente qu'on soit aimé des autres. Et ça reste dans l'énergie, il y a quelque chose qui griche. Et les autres le perçoivent, hein? Tandis que donner, quand on est disposé à donner, c'est complètement différent. Ça griche plus. Là, c'est de la cohérence, c'est de l'harmonie. Fait que dans un premier temps, si vous voulez diminuer les facteurs de stress, ben apprenez à vous mettre en priorité. Si je reviens avec ma cliente, la première consultation qu'on a faite, c'est structurer un agenda, un squelette de semaine après semaine avec une certaine constance dans lequel il y a des plages horaires de travail, mais aussi des plages horaires pour respirer. Moi, j'appelle ça de l'aération cervicale. Tu as besoin d'avoir, si tu veux être créatif, si tu veux être performante, d'avoir des moments de calme, d'avoir une structure avec des moments de ressourcement, du temps en famille, du temps pour le travail, du temps pour votre carrière, du temps pour votre social. Planifier vous permet d'avoir une organisation qui permet de respecter c'est quoi vos valeurs et vos priorités. Le bonheur, c'est vivre une vie riche de sens. Mais si vous êtes déséquilibré, puis ce dont vous avez le plus de valeurs, de priorités, vous ne le faites pas dans votre semaine. C'est normal qu'au bout de la semaine, vous soyez fatigué, épuisé, démotivé. Vous n'avez pas été nourri parce que vous avez eu peur, hein, que si vous n'êtes pas en train de tout faire ça, ben là, je ne sais pas trop quoi, vous allez être moins performant, moins aimé, incompétent, blablabla. C'est important d'avoir
une gestion de soi, de sa priorité, de son énergie, de son temps. Vous êtes la ressource la plus importante. J'ai fait des conférences dans le domaine professionnel avec l'Institut SAE. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut SAE, Élever son savoir-être avec Jean-Louis. C'est une école fondée par Lise Bourmeau, mais cofondée avec Jean-Louis qui va en donner les enseignements avec ton corps, mais dans le monde professionnel. Et la première chose que j'ai dit lorsque j'ai rencontré un groupe de participants, c'est que la ressource la plus importante, la ressource humaine la plus importante dans ton entreprise, c'est toi. C'est toi. La ressource la plus importante dans ta vie, c'est toi, ton énergie, ton temps, ton attention. Et lorsque tu fais un agenda, tu te respectes. Tu t'engages et tu peux aussi te désengager si tu vois que c'est trop. Quand tu fais un agenda, ça te permet d'avoir un échéancier respectable, moi je dirais même humain. Ça nous permet même de façon à être organisé, de pouvoir vivre notre moment présent. J'ai 150 000 dossiers en cours en ce moment. Puis en ce moment, je suis très, très, très sereine et zen parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis avec vous en conférence. Puis après la conférence, je m'en vais jouer dehors avec ma fille. Puis demain matin, je recommence à travailler de telle heure à telle heure. Après, j'ai une autre conférence de telle heure à telle heure. Tout est compartimenté, tout est préparé. Mon échéancier est humain, réaliste. Ça va vous amener à gérer votre énergie, à être présent, à être bien. Et ça, c'est de l'amour de soi. Donc, première réponse, comment diminuer les facteurs de stress? Bien, premièrement, en respectant vos limites d'être humain. Puis oui, en continuant à performer, à avancer, à créer des choses, mais dans le respect et l'amour de soi. Ça, c'est une stratégie proactive. On est comme au niveau préventif, d'avoir de saines habitudes de vie, une hygiène de vie. C'est tous des facteurs protecteurs de votre sérénité, de votre santé, de votre bien-être. Et ça va vous permettre de faire face aux éventuels événements difficiles, aux éventuelles situations stressantes et aux éventuelles tempêtes émotionnelles. Vous allez être disposé et prêt à faire face à une situation un peu plus intense qui va générer un stress un peu plus intense. Ça l'amène à ma deuxième partie de réponse. Fait que oui, il y a les saines habitudes de vie qui vous permettent d'avoir une attitude sereine en général, mais ça prend aussi dans un deuxième temps une capacité de faire face au stress lorsqu'on rencontre une situation stressante. Donc, c'est pas une stratégie préventive comme les saines habitudes de vie. Moi, j'appelle ça une stratégie un peu plus de gestion de crise. Donc, on n'est plus dans le préventif, là, on tombe dans le curatif quand il y a une situation qui se présente à nous, que c'est un stress ponctuel, il y a un événement qui arrive, ça nous frappe de plein fouet, on a une tempête émotionnelle, on vit de la colère, de la peine, de la culpabilité, de l'impuissance, on a peur, on panique. Ça active nos blessures, on a peur d'être rejeté, abandonné, trahi, peu importe. On vit une tempête émotionnelle, il y a une situation difficile, il y a une situation stressante. Le corps active toutes ses ressources intérieures pour faire face à la situation. Et c'est là le plus important, d'être capable de faire face à la situation. Les tempêtes émotionnelles, ça peut être un échec au travail, ça peut être un commentaire de votre mère, votre belle-mère, ça peut être un conflit avec un collègue, ça peut être un différend avec votre ami, ça peut être un problème avec un de vos enfants, ça peut être de l'insécurité financière, ça peut être une potentielle rupture ou distance avec votre conjoint-conjoint, ça peut être l'annonce d'une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil. Des situations stressantes qui nous amènent à une tempête émotionnelle, ça peut être très violent. On peut avoir l'impression d'être complètement déraciné, de perdre tous nos repères, puis même se perdre nous, hein. On a un sentiment d'inquiétude, de l'anxiété, on est dépassé. Puis plus la tempête est intense, plus on va ressentir les symptômes du stress. À ce moment-là, comment faire face à la situation en gestion de crise? Puis on tombe à ma deuxième réponse, qui est apprendre à gérer et faire face au stress avec la technique PAIX. P-A-I-X. C'est un acrostiche qu'on va aller voir. J'ai créé la technique PAIX, inspirée des enseignements Écoute ton corps, pour vous permettre d'avoir une espèce de mini protocole d'urgence pour gérer n'importe quelle tempête qui se présente à vous,
qui va vous permettre de vous ancrer et de la traverser, cette tempête-là, avec conscience et sérénité pour vous adapter et même évoluer à travers elle. Les 4 étapes de la technique PAIX forment l'acrostiche PAIX et je vais aller vous les expliquer de façon brève parce qu'on est vraiment seulement en forme de conférence. Mais sachez toutefois que j'arrive enfin à vous présenter ma grande surprise. Je vais vous en reparler un peu plus dans quelques instants, mais sachez que je vais vous les énumérer. Mais si vous voulez être guidé à travers chacune des étapes, j'ai créé un exercice sous forme de méditation guidée qui est aujourd'hui disponible nouvellement dans la boutique Écoute ton corps pour vous permettre de vraiment vous accompagner personnellement, donc avec ma voix, dans une détente qui va vous permettre d'aller faire l'exercice, d'aller découvrir quelles sont les étapes que vous pouvez faire vous-même à travers un stress. Donc, c'est comme si aujourd'hui, je vous donnais la liste des ingrédients et qu'à travers la détente, c'est comme si je faisais la recette avec vous. Mais pour l'instant, pour le cadre de la conférence, je tenais quand même à vous expliquer ces 4 étapes-là pour que vous puissiez savoir quoi faire. Donc, lorsqu'on regarde la technique PAIX, on va débuter avec, premièrement, une préconception constructive du stress. On se rappelle que le stress, c'est une réaction déclenchée par la perception d'un danger. Donc, si on veut gérer un stress, ça va être important de prendre conscience que votre cerveau a détecté un danger. La première étape de la technique PAIX, de l'acrostiche PAIX, le P, c'est pour peur. Quelles peurs ont déclenché votre réaction du stress? Si vous ressentez du stress dans votre corps, c'est que votre cerveau, votre ego a détecté une menace. De quoi vous avez peur? C'est quoi la menace? Prendre conscience que nous avons peur, c'est la première étape pour gérer le stress. De quoi vous avez peur dans la situation stressante? La peur va vous empêcher de garder votre calme. De quoi avez-vous peur? C'est quoi la menace qui est appréhendée? C'est quoi les conséquences désagréables qui pourraient vous arriver si vous vous donnez le droit de rester calme dans la situation? Donc, la première étape, à chaque fois que vous vivez une situation stressante, commencez la première étape d'aller dire si je ressens du stress, merci mon corps. Grâce à toi, je peux prendre conscience que j'ai peur. J'ai peur de quelque chose. Mon ego a détecté une menace. C'est important de la conscientiser. De quoi j'ai peur? Si déjà vous avez papier et crayon puis vous voulez faire l'exercice, prenez une situation stressante et pour chaque situation stressante, allez faire l'acrostiche paix et allez détecter de quoi j'ai peur dans cette situation. Si vous avez plusieurs peurs qui montent, laissez-les toutes monter. Si vous avez aucune peur qui vient, ben ne forcez pas. Puis contentez-vous juste d'accueillir que pour l'instant, vous avez peur sans nécessairement aller identifier la peur. Mais si vous vivez du stress, c'est que vous avez peur de quelque chose. Juste le fait de conscientiser que vous avez peur, c'est une grande première étape. Si en plus vous pouvez aller détailler de quoi vous avez peur, vous avancez encore plus. Si vous avez plusieurs peurs qui sont montées, je vais vous inviter à aller encercler, à aller identifier la peur la plus forte. Puis la peur la plus forte, c'est toujours la peur la plus profonde, qui est une peur pour soi. Et non une peur de l'autre ou du bien-être des autres. Fait que si vous avez une situation, par exemple, avec votre enfant qui veut décrocher de l'école, puis vous dites non, mais j'ai peur que mon enfant réussisse pas dans la vie, qu'il ait pas une belle qualité de vie, je vais vous arrêter puis je vais dire ça, c'est pas la peur la plus profonde. Ça, c'est une peur pour l'autre. De quoi tu as peur pour toi si ton enfant décroche de l'école, qu'il n'a pas une bonne job puis qu'il n'a pas une bonne qualité de vie? De quoi tu as peur pour toi? C'est ça les peurs, la peur la plus profonde.
Si vous arrivez à aller identifier la peur la plus profonde à la première étape, vous avez beaucoup plus de chances de transformer votre situation en sérénité. À cause de cette peur, vous avez un besoin d'être qui n'est pas comblé. Cette peur la plus profonde que vous avez identifiée, cette peur-là pour vous empêche d'être quoi? Peut-être que la peur que votre enfant décroche vous amène à avoir la peur de finalement d'avoir été une mauvaise mère. Puis ça vous amène à avoir la peur de vivre la culpabilité, de vous en vouloir, puis de vous avoir trouvé incompétente. Ben, la peur d'être incompétente dans la situation avec votre fils qui veut décrocher l'école, ça vous empêche d'être quoi? Peut-être que ça va être d'être calme, d'être serein, sereine, libre, vrai, confiant, confiante. Vous avez une peur et cette peur-là vous empêche d'être quelque chose. P pour peur. Notre première étape, quand vous vivez du stress, allez identifier de quoi vous avez peur. Cette peur-là vous empêche d'être quelque chose d'important. Ça nous amène à la deuxième lettre de l'acrostiche P, A. A, c'est pour accepter. C'est important lorsqu'on découvre la peur. Si vous êtes capable de l'identifier, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Peu importe, A pour accepter la peur, lui donner le droit d'être là. C'est pas le temps de la rationaliser, c'est pas le temps de la juger, c'est pas le temps d'essayer de la défaire. Lorsqu'on a identifié une peur, c'est important de lui donner le droit d'être là, de l'accepter. On peut même, une belle technique d'acceptation de la peur, aller observer dans notre corps où est-ce qu'on ressent la peur. Ça, c'est une belle technique, écoute ton corps, hein? Ça s'appelle la technique du lâcher-prise. D'aller identifier où est-ce que dans votre corps vous ressentez la peur, puis lui donner tout l'espace dont elle a besoin pour être bien dans votre corps. Respirer aussi à travers la peur, c'est une autre façon de l'accepter, de l'accueillir. J'aime aussi personnellement l'accueillir d'une chaleureuse lumière blanche. Juste pour l'accueillir puis lui dire, ben merci. Je sais que là, je comprends là, que tu as tout généré cette situation de stress-là parce que tu as une bonne intention pour moi. Tu veux me protéger d'un danger. Je le vois maintenant. Je le vois, le danger que tu appréhendes. Je viens de le conscientiser. Ben merci. J'ai bien entendu ton message. Tu peux maintenant te reposer. Le stress est déclenché par l'appréhension, la détection d'un danger. Si vous dites à votre peur, j'ai bien compris le message, j'ai entendu le danger, je m'en charge, le signal d'alarme, la panique se calme. Acceptez votre peur une fois que vous l'avez découverte, c'est le cœur de la transformation. C'est le moyen le plus efficace qu'on enseigne à Écoute ton corps pour vivre une transformation. Le message va être entendu, il va pouvoir enfin s'apaiser. Vous avez ici le A, accepter la peur. Et je vous invite à vous poser la question, comment vous voulez accueillir votre peur? Vous pouvez respirer. Il y a une belle respiration qui est d'expirer plus longuement que l'inspire. Donc peut-être inspirer en 3 secondes, expirer en 9 secondes. Ça, c'est une façon de faire. Moi, j'aime bien l'entourer, la détecter dans mon corps, puis l'entourer d'une belle lumière blanche. Il y a bien sûr la technique de lâcher prise qui est un atelier en soi, écoute ton corps, qui s'appelle Comment se libérer d'un stress. Si vous voulez vraiment l'apprendre, il y a un atelier de 2 jours sur ça, où il y a une détente que Lise Bourbeau a faite qui s'appelle Abandonner une peur, qui est disponible dans la boutique Écoute ton corps, qui va aussi vous bercer à travers cette technique-là du lâcher prise pour accueillir vos peurs. Donc, il y a plein de moyens d'accueillir votre peur. Allez choisir comment est-ce que vous voulez l'accueillir, votre peur. Comment est-ce que vous pouvez lui donner le droit d'être là?
Une fois que vous l'aurez accepté, on peut passer à la troisième étape, qui est le I de l'acrostiche paix. I pour identifier les actions à prendre, donc les actions à faire pour aller vers votre besoin. Il y a vraiment un continuum, hein? Mon ego détecte une menace. Il enclenche une situation de stress. Il enclenche une réaction de stress dans mon corps. Et lorsque j'ai peur, que je suis stressée, ça m'empêche d'être ce que je veux être. J'ai un besoin qui est non comblé. Lorsqu'on arrive à la troisième étape, c'est d'aller identifier c'est quoi les actions que je peux prendre, que je peux faire pour avancer concrètement vers mon besoin d'être. Si on reprend l'exemple avec le parent qui a peur de son enfant, le futur de son enfant, c'est décroche l'école. Il a conscientisé sa peur la plus profonde surtout, qui a peur d'être un parent incompétent, de finalement, ça l'empêche d'être confiant, d'être fier de lui. Ben ça, c'est son besoin, un besoin profond qui est à combler. La situation de stress devient une occasion extraordinaire d'avancer vers ce besoin-là, de se sentir compétent, confiant et fier dans sa parentalité, peu importe ce que notre enfant fait avec sa vie. C'est incroyable de voir comment une situation stressante peut devenir, lorsque c'est géré de façon intelligente, un moyen incroyable pour avancer vers ce qu'on veut, aller combler nos besoins véritables et ainsi retrouver son bien-être. Je vous rappelle, l'école d'Écoute ton corps, on est une école métaphysique. On part d'une situation de stress pour aller conscientiser les peurs les plus profondes pour soi, les accepter et avancer vers ce qu'on veut véritablement parce que la peur nous empêche de combler un besoin véritable. Nous sommes le seul responsable de notre vie et de notre bien-être. En prenant notre responsabilité d'aller avancer vers ses besoins, on retrouve notre pouvoir de créer notre vie avec des actions concrètes vers ce qu'on veut véritablement. Chaque action qu'on pose vers ce besoin va apaiser nos peurs, va diminuer la situation, la réaction de stress dans le corps. On apprivoise nos peurs en avançant concrètement vers ce qu'on veut être dans cette situation. Et la nuance est importante, je vous rappelle. On n'est pas en train d'essayer d'éliminer la situation de stress. Comment gérer un stress de façon intelligente? Ben, ça va être d'aller voir qu'est-ce que cette situation m'empêche d'être et comment est-ce que je peux avancer concrètement vers ce besoin d'être en accueillant mes peurs. Et moi, je vous invite vraiment à ce que vos actions soient tellement concrètes que vous pouvez vous visualiser en train d'y prendre. Donc, si je reviens à ce parent-là qui a le besoin de se sentir fier de lui, compétent dans sa parentalité, peu importe les choix de son enfant, ben moi, je vais vraiment lui faire visualiser. Puis moi, je vous propose de vraiment vous visualiser, prendre action concrètement pour aller combler ce besoin. De quelle façon vous pouvez concrètement vous sentir plus confiant, fier, heureux, libre, vrai, confiant, naturel ou peu importe le besoin que vous avez identifié. Lorsque vous avancez vers ce besoin d'être et vous le comblez, vous allez sentir un apaisement dans tous vos corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Vous allez voir hein, la transformation que ça va avoir dans vos relations. Parce que si je reprends l'exemple du parent, il va arrêter d'essayer de contrôler les décisions de son fils, il va le laisser être responsable de sa vie parce qu'il va avoir apprivoisé ses peurs d'avoir été un mauvais parent incompétent, de vivre la culpabilité, il va avoir apprivoisé ses peurs, puis il va avancer vers ses besoins,
son besoin d'être fier, confiant et calme, peu importe les décisions de son enfant. Le pouvoir que ça a sur la qualité des relations est incroyable parce que lorsqu'on prend la responsabilité d'avancer vers ses besoins, on libère les autres du fardeau qu'on leur avait donné de combler nos besoins. Parce que si je contrôle mon enfant pour qu'il fasse ce que je veux selon mes attentes, c'est parce que j'ai bien trop peur. Puis je suis pas en train de combler mon besoin. Je donne la responsabilité d'agir selon mes standards pour pas que ça éveille mes peurs. Donc mon enfant devient prisonnier. J'aime l'autre de façon euh, emprisonnante. J'aime l'autre par peur. Au lieu de l'aimer de façon véritable, d'un amour, une forme d'amour qui est plus libératrice. Lorsqu'on parle d'autonomie, d'avancer vers ses besoins, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avancer toute seule non plus. Les autres peuvent vous aider à avancer vers votre besoin, mais seulement si vous prenez le temps de leur demander, puis qu'ils veulent bien y acquiescer, dans le respect de leurs propres besoins, de leurs propres limites. Parce que tout le beau discours que j'ai eu en début hein, sur l'amour propre de soi, ben ça va aussi avec les autres. Que eux autres aussi respectent leurs limites, leurs besoins d'être humain. Donc, la troisième étape, le I de l'acrostiche-paix, c'est identifier les actions pour combler mon besoin. Quelle action concrète puis-je faire pour avancer vers ce que je veux? Pour combler mon besoin d'être. J'ai besoin d'être calme, d'être fier, d'être confiant. Quelle action vous pouvez prendre pour y arriver? Donc, le I, identifier les actions pour combler votre besoin. Prendre la responsabilité d'avancer vers vos besoins. Ça va libérer vos relations. Vous allez être dans l'autonomie affective. Et l'autonomie affective, ça ne veut pas dire l'indépendance non plus. Vous allez pouvoir demander de l'aide aux autres, mais seulement si les autres sont disposés à vous aider. Ça nous amène à la dernière étape, le X. Et le X, c'est pour exprimer. C'est important d'aller exprimer à quelqu'un ce que vous venez de découvrir. Je dirais même que c'est un raccourci à la transformation parce que lorsque vous exprimez à l'autre, vous êtes déjà en train de vivre la matérialisation de la transformation de la situation. Donc, ça passe du plan peut-être plus subtil intérieur à déjà rentrer dans le plan matériel en le communiquant à l'autre. Et moi, je vous mets au défi, oui, vous pouvez le partager à quelqu'un, un ami ou un confident, oui, mais si dans votre situation de stress, il y a quelqu'un d'impliqué, soit dans la situation ou dans une de vos peurs, ben moi, je vous invite à choisir cette personne-là. Puis s'il y a plusieurs personnes, choisissez la personne la plus impliquée dans votre situation pour aller exprimer ce que vous avez découvert sur vous. Ça se peut aussi qu'il y ait des situations de stress qui impliquent personne, pas grave. Parlez-en à quelqu'un, un ami, un confident. Mais le fait de partager, c'est tellement puissant. C'est un catalyseur de transformation. Et lorsque vous allez partager, vous allez pouvoir partager en prenant votre responsabilité. Par exemple, si le parent pourrait aller exprimer que dans la situation stressante où est-ce que tu me partageais que tu voulais quitter l'école et décrocher de tes études, ben sache que j'ai découvert que j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur pour moi, hein, la peur la plus profonde, d'avoir été un mauvais parent, d'avoir été incompétent. J'ai peur de me sentir coupable si t'es pas heureux dans ta vie. Après, si tu vis de la précarité financière, puis que si t'es pas heureux, j'ai vraiment peur d'être triste. Puis finalement, je réalise que derrière ça, là, j'ai un besoin qui est pas comblé. J'ai besoin d'être fière de ma parentalité, peu importe tes choix. Fait que j'ai décidé d'avancer concrètement vers mon besoin d'être fière, de me sentir un bon parent, peu importe tes décisions. Lorsqu'on partage à l'autre, on partage en prenant notre responsabilité et on le libère.
Et si vous croyez que la personne peut vous aider, ben vous pouvez demander si elle est ouverte et disposée à le faire. Par exemple, si le parent en question partage à son enfant, j'ai vraiment peur d'avoir été un parent incompétent, puis que l'enfant et l'adolescent est en mesure là, de pouvoir discuter, puis qu'il est disponible, il va dire, ben non, papa, maman, t'as été un bon parent. C'est juste que moi, je veux voyager. Inquiète-toi pas, t'as été un bon parent. L'autre peut nous aider à être fiers. Puis là, on peut dire, OK, mais j'ai de la difficulté à voir à quel point j'ai été un parent compétent. J'ai de la misère à être fière de moi. Tu peux-tu me dire, là, de quelle façon tu trouves que j'ai été un bon parent? Ben, maman, papa, tu as été là à mes pratiques de soccer, tu m'as toujours fait des beaux lunchs, tu m'as encouragé, tu m'as appris à être fière de moi à l'école ou peu importe. Ah, t'as raison, OK, ben merci, là. Tu vois, là, je suis en train d'apprendre à le reconnaître en moi. Je le vois pas toujours, mais ce que tu viens de me dire, ça m'a aidé, merci. Vous voyez, on peut demander de l'aide aux autres si l'autre personne est disposée puis que ça lui tente de le faire. Ça se peut que la personne ne soit pas disposée. À ce moment-là, ben, vous la remerciez, puis peut-être que vous pouvez échanger sur y a-t-il d'autres personnes qui pourraient m'aider? Quelles sont mes autres ressources là, que j'ai pour aller m'aider à avancer vers mon besoin? La quatrième étape X pour exprimer, c'est d'aller partager à quelqu'un. Surtout quelqu'un d'impliqué dans votre situation de stress, dans une de vos peurs, si c'est le cas. Les autres peuvent nous aider à avancer vers ce qu'on veut, mais seulement si on leur demande et qu'ils veulent bien y acquiescer, hein, dans le respect de leurs propres besoins, leurs propres limites. Parce qu'on ne partage pas à l'autre pour leur donner le fardeau de combler nos besoins ou de gérer nos peurs, hein. On n'est pas en train de leur dire, fais pas ça, donc décroche pas de l'école parce que j'ai trop peur de ton mauvais parent. C'est pas ça qu'on dit, hein. Je veux, mon enfant, que tu sois libre de faire toutes les décisions que tu veux. Ça l'éveille des peurs en moi, puis je vais avancer vers mes besoins. En prenant notre responsabilité ainsi, on va pouvoir transformer. Je m'arrête ici pour les étapes de l'acrostiche PAIX. Mais sachez que, comme mentionné, j'ai le bonheur d'avoir enregistré un exercice sous forme de détente, qui est une méditation guidée dans laquelle je vous accueille, je vous berce à travers ces 4 étapes pour que vous ayez en main un audio qui est d'un maximum de 20 minutes pour faire la technique à tout moment. Donc, si vous vivez une situation stressante, que vous avez besoin d'une méditation guidée pour vous accompagner à prendre votre responsabilité, à aller conscientiser les peurs, à aller l'accepter, cette peur profonde, à aller identifier c'est quoi les actions pour avancer vers votre besoin et aller vous visualiser en train de l'exprimer à l'autre, ben vous avez cet audio-là de 20 minutes qui va pouvoir à ce moment-là vous permettre de vous guider. Je l'ai créé avec beaucoup d'amour et nous avons le bonheur d'avoir un code promo qui est le code PAIX, P-A-I-X, qui est dès maintenant disponible en boutique. Donc, vous allez pouvoir, lorsque vous voulez commander et télécharger l'audio, avoir un rabais de 2 $. Le prix est très abordable, hein. Le prix régulier de nos méditations est de 9,95 $ canadiens. Et avec le rabais de 2 $ canadiens, ben, ça va vous donner ici un 7,95 $ canadiens pour l'audio complet. Vous l'avez téléchargé dans vos mains et par la suite, vous pouvez la réécouter à l'infini. Elle est à vous, elle vous appartient. Ça revient avec le rabais à 5,50 € selon le taux de change environ. Donc, vous allez l'avoir en main. Et le code promo PAIX est disponible pendant 48 heures. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, ben, vous allez pouvoir aller télécharger l'audio et aller avoir cette méditation guidée que moi j'appelle une espèce de crémage. Je vous berce à travers la technique paix pour vraiment sous forme méditative, aller faire cet exercice-là méditatif et vous accompagner à travers les étapes. Il y a quelque chose de très puissant de le faire sous forme de détente. Ça nous amène à vraiment aller un peu plus loin que juste avec un papier crayon sous forme bien réveillée. La forme détente nous amène à aller un peu plus loin. Et si vous voulez à ce moment-là avoir cette guidance de la technique paix, elle est disponible et j'en suis très, très, très fière. On a déjà le lien pour ceux et celles qui le veulent. Je viens de voir que Élise l'a mis dans le chat. Vous allez pouvoir retrouver
la méditation guidée. Je vais remettre aussi directement, là, je l'ai mis dans le chat aussi, si vous voulez avoir le lien boutiqueécoutetoncorps.com tout simplement, ou je vous ai mis le lien disponible si vous voulez aller directement sur la boutique et aller chercher la méditation bien précisément. Donc, c'était ma surprise dont je suis très, très fière. Et maintenant, nous allons pouvoir prendre vos questions. Je vais vous inviter à aller écrire dans le chat, donc dans le conversé, à Élise, notre opératrice, toutes les questions que vous avez. Donc, on va prendre un petit 30 secondes ici pour vous laisser le temps d'aller écrire vos questions dans le chat et Élise va pouvoir nous les en faire part. Donc, prenez le temps d'aller écrire et je vous reviens dans un instant. Génial. Alors, chère Hélène, Je suis prête. alors, à un moment donné, tu as parlé que le corps détectait une menace et de temps à autre, tu disais aussi que tu changeais le mot en disant l'ego à la place du corps. Donc, est-ce que tu pourrais approfondir ça quand tu parles de la menace qui est ressentie dans le corps ou par l'ego, s'il te plaît? Ouais. Quand c'est une menace, donc le danger qui est réel, exemple, un chien méchant qui s'en vient, mes yeux vont détecter le chien. Mon corps va aller détecter les traits faciaux du chien, donc les dents, la salive, les yeux agressifs, qui va dire, oh, clairement, ce n'est pas un chien gentil. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le visuel qui va être interprété par le cerveau qui va enclencher la réaction, le danger réel. Même chose en voiture, si je vois le véhicule, je vois très bien qu'avec la vitesse qui s'en vient le véhicule, j'aurai pas le temps de me tasser, fait que là, il faut que je freine puis je suis en réaction. Donc le corps, nos sens nous aident à faire face au danger, à détecter les dangers. Par contre, quand c'est un danger qui est irréel, qui est relatif, à ce moment-là, ben, c'est notre ego. Quand ça touche pas nécessairement notre intégrité physique, mais c'est notre intégrité tu sais, sociale, notre statut, notre estime ou peu importe, à ce moment-là, ben, c'est l'ego qui va détecter. Est-ce que tu pourrais donner des exemples d'actions dans le cadre justement de l'exemple que tu as donné d'un enfant qui souhaite arrêter ses études? Oui. Donc, à ce moment-là, ça va dépendre du besoin. Donc, chacun a la peur va bloquer, la situation stressante va enclencher une peur. Cette peur-là va bloquer un besoin. Chaque situation qui est un danger relatif ici, vient éveiller des peurs très personnelles et donc un besoin qui est bloqué très propre à chacun. Dans ma situation fictive que je vous ai donnée, ben, le besoin d'un parent qui était, par exemple, se sentir fier, se sentir compétent. Une action concrète pour pouvoir. La question, c'est pour pouvoir combler son besoin ou pour l'accepter, excuse-moi. C'est pas précisé. C'est Ah, quelles OK. actions à faire dans cette situation-là? OK. Donc, si c'est quelles actions à faire pour accepter ma peur, ben ça peut être la détente, la respiration, la lumière autour, donner le droit à ma peur d'être là, peut-être même la partager à quelqu'un, ça c'est une chose, accueillir notre peur. Mais dans un deuxième temps, si on veut aller avancer, prendre action, faire des actions vers notre besoin, ben ça va dire de quelle façon, moi, je peux concrètement aller combler mon besoin de me sentir un parent fier. Ça peut être, comme dans mon exemple que j'avais donné, échanger avec mon enfant puis me dire est-ce que tu trouves que j'ai été un bon parent, toi? Donne-moi des exemples parce que j'ai de la misère à le voir, moi, en ce moment, aujourd'hui. Puis ça peut être d'avoir un regard avec une rétrospective de dire ben, est-ce que vraiment j'ai été un parent lamentable? Ben non. Qu'est-ce que l'action que je préfère, ça pourrait être de lister tous les éléments qui font que ben, j'ai été un bon parent. Tu sais, de relativiser les choses, être capable de voir clair, peut-être te mettre sur papier qu'est-ce que j'ai fait de bien, je trouve, là, comme parent, pour en prendre conscience, puis aller nourrir ce besoin-là de dire, ah ben c'est vrai que quand je lis ma liste, ben je suis fière de ça. Moi, je suis fière d'avoir été, j'avais pas nécessairement les moyens, là, mais avec mes petits moyens, on est allé souvent à la plage avec les enfants, puis on a joué dehors, puis ça, là, ben je suis fière de ça, moi. Donc, d'aller, un autre exemple d'action, pour aller nourrir mon besoin d'être fière, ça serait de peut-être d'aller écrire dans cette situation-là, ben tout ce que je trouve que j'ai fait de bien avec mes enfants. Quelle est la différence entre le stress et l'angoisse? Le stress peut dégénérer en crise d'angoisse.
J'irai pas plus loin que ça parce qu'on a tout l'atelier, là, lorsqu'on parle de comment se libérer d'un stress, qui va détailler l'anxiété, l'agoraphobie, les angoisses, les crises de panique. Donc, c'est vraiment très élaboré. Moi, je me contenterai aujourd'hui de vous dire que si le stress n'est pas géré et que la réaction, la peur devient une peur panique, ça peut dégénérer en crise d'angoisse. Alors, je demande aussi beaucoup de préciser les questions parce qu'il y a des phrases qui sont écrites et c'est difficile pour moi de saisir la question. Alors, n'hésitez pas à préciser vos questions dans le conversé. Je ne comprends pas pourquoi il faut partager avec l'auteur de notre peur, car ça lui donne encore plus de pouvoir et de domination sur nous. Exemple, j'ai peur de revoir mon ex-mari et des futures rencontres nécessaires dans le cadre du partage judiciaire et notamment de son pouvoir manipulateur. Mhm. Euh, il y a- les gens ont le pouvoir qu'on leur donne. Donc, non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Au contraire, si ça devient une personne trop chargée, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Tu peux faire un partage avec quelqu'un que c'est plus facile pour toi pour débuter, hein. Puis ça se peut que tu n'arrives jamais à partager avec ton ex-mari. Puis c'est correct aussi, accepte ta limite. Par contre, ultimement, si tu y arrives, ben, ça va être mon Dieu, la guérison, hein. Mais si t'es pas rendu là, il n'y a pas de souci. Partage avec quelqu'un que tu te sens en confiance et que tu vas pouvoir dire, hein, je prends ma responsabilité, je suis stressée dans des procédures judiciaires, là, puis d'aller identifier de quoi tu as peur pour toi et de partager ta peur pour toi et le besoin non comblé derrière. Ça, à ce moment-là, tu es dans ton pouvoir et tu reprends ton pouvoir de ta vie. Est-ce que la blessure d'injustice engendre plus de peur que les autres blessures? Non, pas nécessairement. Donc, chacune des blessures ont des peurs derrière et chacune des peurs est vraiment propre. Je n'irai pas en détail sur chacune, je ne vais pas détailler, mais chacune des blessures, si on ne sait pas comment la gérer, l'apprivoiser, ben on va avoir un mécanisme de défense qui va être un masque. Vous connaissez les masques en dessous des blessures et les masques sont motivés par la peur. Et chacun des masques, chacun des mécanismes de protection ont des peurs bien précises. Mais il n'y en Dans a une, pas situ- un de l'autre. Excuse-moi, il y en a pas. L'injustice n'est pas plus forte que l'autre, non. Dans une situation de stress, comment être sûr de pouvoir à ce moment-là se poser la question pour identifier son besoin? Son besoin non comblé est-il facile à trouver dans un moment de stress ou faut-il faire la méthode paix après la situation si la situation est trop stressante? Ouais, dans le feu de l'action, là, quand ça arrive, puis on est en état d'alerte, c'est pour ça que l'exercice méditatif va vous aider à le trouver parce que dans le feu de l'action, là, des fois, on a tellement peur que c'est notre mécanisme de protection qui embarque, c'est notre masque, hein. Et là, on est un petit peu des esclaves à notre protection. Donc, on n'est plus nous-mêmes. On est un masque, on est en mode protection, survie, on a vraiment une peur de menaces physiques ou même notre intégrité émotionnelle, mentale. On est tellement en état de réaction survie qu'on n'est pas apte à aller identifier le besoin. Puis à ce moment-là, si c'est trop fort, ça se peut qu'on ait besoin de prendre un pas de recul, d'aller respirer pour aller le trouver. Par contre, plus vous allez pratiquer la technique paix, plus vous allez pouvoir, dans des stress peut-être un peu plus faciles au début, donc des stress plus calmes, plus doux, aller identifier votre peur, votre besoin, avancer vers lui. Éventuellement, une très grande situation stressante pourrait être vécue dans une très grande sérénité avec la pratique. J'avais vu aussi une autre question que je trouvais très bonne, hein. Je vais aller voir. Euh, je trouvais ça bon. Je vais la retrouver parce que je l'ai trouvée très bonne. Ça serait pas bien long. Elle est pertinente. Je vais terminer avec celle-ci, je crois. Ah, est-ce que ça fonctionne si c'est ma peur, c'est une phobie? Exemple, les phobies des ascenseurs, des araignées, des souris? Oui. Et l'atelier sur comment gérer nos peurs, apprivoiser nos peurs, on en parle de ça parce que, encore là, nous sommes une école métaphysique, hein. L'extérieur, les araignées, les ascenseurs, les souris, ne sont que des situations, des reflets de peur plus profonde pour nous. Ce sont des symboles de quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Donc vraiment, si tu as des grandes phobies là, comme ascenseur, araignée, souris,
je te suggère vraiment, Joanne, d'aller faire l'atelier sur comment apprivoiser vos peurs parce que tu vas pouvoir aller faire une espèce d'exploration pour aller découvrir chacune de tes phobies est un symbole de quoi plus profond en toi pour pouvoir à ce moment-là te libérer. Il y avait aussi Alexandra. La contribution des conseillers en insertion sur la question du bien-être dans l'emploi serait-il possible d'avoir un échange avec vous? Bien sûr. Donc, Alexandra, si tu veux communiquer, je vais pouvoir. Je vois aussi qu'il y a des questions pour communiquer dans vos projets futurs professionnels. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec directement mon adresse courriel. C'est Charlène à commercial écoute-ton-corps.com. Donc, si vous avez, là, je vois des demandes de conférences en entreprise ou peu importe, n'hésitez pas. Charlène à commercial écoute-ton-corps.com, je vais le mettre dans le chat. Pour combler notre besoin des exemples pour la peur en voiture. Identifier les actions à faire pour combler notre besoin de sécurité quand on est en voiture. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça va être la dernière que je vais prendre parce que le temps file, mais c'est une très bonne question. Donc, quelles sont des actions à prendre pour combler notre besoin de sécurité lorsqu'on est en voiture? Donc, ça serait peut-être, pour apprivoiser vos peurs, d'aller conduire dans des lieux que vous trouvez peut-être moins stressants. Donc, de commencer à circuler en campagne, dans une situation peut-être où est-ce qu'il y a moins d'autres voitures, que vous êtes plus léger sur la route, et peut-être à ce moment-là, me dire si je suis en sécurité, qu'est-ce qui me permet de me sentir en sécurité? Est-ce que c'est d'avoir de la musique? Est-ce que c'est d'avoir un mantra, de me dire je suis en sécurité, je roule prudemment. Est-ce que c'est de prendre mon temps? Donc, à ce moment-là, ça serait d'aller voir de quelle façon est-ce que tu peux combler ton besoin de te sentir en sécurité, sachant qu'on l'apprivoise aussi, notre peur. Donc, encore là, lorsqu'on accepte nos limites puis qu'on y va doucement, moi, si quelqu'un a la phobie des accidents sur l'autoroute, j'irai pas demain matin sur l'autoroute en partant. J'irai apprivoiser, de se sentir en sécurité. J'irai bâtir ce sentiment-là de sécurité intérieure dans des petites villes, dans des petites rues, puis tranquillement, j'irais de plus en plus vers les grandes villes, parce que ce serait un plus grand défi. Donc ça serait un exemple concret pour avancer vers votre besoin de vous sentir en sécurité en voiture. Il y a beaucoup de merci et de gratitude, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Alors, voilà qui complète. Ah, ça me fait plaisir. Il y a vraiment de beaux commentaires dans le chat. Merci. Vraiment, quand on ferme l'enregistrement, je n'aurai plus accès à vos beaux messages et j'en ai manqué plusieurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos échanges. Là, nous sommes en direct, mais si vous l'écoutez aussi en rediffusion, en commentaire sur YouTube ou en commentaire sur Instagram, sur notre courriel, n'hésitez pas à l'envoyer aussi vos témoignages à l'adresse courriel charlène@commercial-écoute-ton-corps.com. Moi, ça me fait bien plaisir de pouvoir vous lire vos commentaires constructifs, vos compliments, tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout si vous allez vivre la méditation guidée de grâce, venez m'écrire après de voir comment que ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est transformé en vous. Je vous lirai avec toute mon attention. Pour moi, c'est mon intention hein, de pouvoir vous apporter, vous accompagner. Donc, si c'est le cas, je vais pouvoir vous lire avec grande, grande joie. Je termine à l'écran avec notre dernier partage. Si vous voulez commencer votre aventure Écoute ton corps, si vous aimez les conférences, que vous aimez nos enseignements, que vous voulez aller plus loin, sachez que l'atelier Coup de cœur est notre atelier Être bien. C'est le cœur de tous nos enseignements Écoute ton corps et ça se divise sur 2 jours. Jour 1, apprendre à être bien avec soi et jour 2, apprendre à être bien avec les autres. Vous avez plusieurs dates à l'horaire. C'est autant en présentiel qu'en ligne. Si vous êtes de la région de Montréal, je donnerai ce week-end Être bien, donc 25-26 mai, à Montréal. Si vous êtes avec nous, venez-vous-en. Sinon, mes collègues donnent plusieurs disponibilités, autant en ligne qu'en présentiel cet été. Faites-vous le cadeau, si ce n'est pas déjà fait, de vivre un atelier Être bien. Vraiment, vous en serez complètement transformé. Au nom de toute l'équipe Écoute ton corps, au nom de toute notre belle équipe aujourd'hui présente, donc Élise qui est là, mais aussi j'ai Alexandra en tête qui m'a aidé, j'ai Monica la PDG, j'ai Jean-Pierre aussi, le président des éditions Écoute ton corps, qui m'ont aidé à créer la méditation, qui l'ont mise en ligne pour que ce soit disponible aujourd'hui avec vous. Merci, merci, merci. Ça me fait bien plaisir d'avoir été avec vous et j'espère sincèrement
que cette technique PEC, cette conférence va vous avoir aidé à être bien dans une situation de stress et à trouver votre sérénité. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.